Aussi difficile que cela a pu être, je suis arrivé à une conclusion inévitable et profondément gênante. Je crois qu'une élite et les entreprises qu'elle dirige n'ont pas seulement pris le contrôle de notre énergie, de nos réserves en nourriture, de notre éducation, de nos services de santé, mais aussi de quasiment tous les aspects de nos vies. Et c'est possible en contrôlant le monde de la finance, non pas en créant plus de valeur, mais en contrôlant véritablement la source de l'argent. Lorsque j'ai suivi la trace de l'argent, j'ai découvert que cela me ramenait au niveau d'une pyramide. Nous nous situons à la base, vacants à nos occupations quotidiennes. Au-dessus de nous se trouve le gouvernement. Ces personnes à qui l'on donne le monopole du pouvoir et qui l'utilisent pour nous taxer et nous contrôler, que l'on soit d'accord ou pas. Mais qui les contrôle, eux? Au niveau supérieur se trouvent les entreprises. Beaucoup diraient que désormais, ce sont les entreprises et non pas les États-nations qui dirigent le monde. Ils parlent de corporatocratie. Pour prendre possession des ressources mondiales et contrôler les marchés, cette corporatocratie doit avoir accès à un argent de faible valeur. Les grandes entreprises obtiennent leurs prêts à des taux préférentiels auprès des grandes banques, ce qui signifie que les élites aisées qui contrôlent les plus grosses banques contrôlent ces entreprises. En suivant la trace de l'argent, j'ai appris que presque toutes mes croyances à son sujet étaient fausses. Il est intéressant de voir à quel point on se pose si peu de questions sur toutes ces choses de la vie quotidienne. Lorsque, par exemple, nous nous rendons dans une banque et que nous demandons un prêt de, disons, 50 000 $ ou 50 000 livres, que se passe-t-il vraiment? La plupart des gens vivent leur vie en se basant sur une vague image de ce qui se passe. Ce qui se passe réellement lorsque vous demandez 50 000 livres, c'est qu'ils saisissent ce nombre sur votre compte. C'est tout ce qu'ils font. Ils ne frappent pas de pièces, ils n'impriment pas de billets, ils ne déplacent pas de métal précieux, ils mettent seulement la somme de 50 000 livres sur votre compte à partir d'un écran d'ordinateur. À partir de ce moment, vous commencez à payer des intérêts sur de l'argent qui n'a jamais existé, n'existe pas et n'existera jamais. Il s'avère que l'argent prêté ne représente en réalité qu'un neuvième de l'argent dont les banques disposent dans leur coffre-fort. Cela est possible grâce à ce que l'on appelle les prêts de réserve fractionnaire. La Réserve fédérale américaine ou la Banque centrale dans tout pays a légalement le droit de fixer le montant qu'une banque doit avoir en réserve. Aux États-Unis, ce montant se situe actuellement autour de 10%. Donc, si vous déposez 10 000 $ à la banque en met de côté 10%, soit 1 000 $, puis prête le reste de votre argent. Pour comprendre le fonctionnement de ce système, admettons qu'une personne vienne à la banque et demande un prêt de 9 000 $ pour l'achat d'une voiture. À ce moment, ce sont les 9 000 $ de votre dépôt d'origine que la banque prête. Dès lors, l'argent n'est plus là. L'emprunteur paie ensuite le vendeur de la voiture et l'argent est déposé dans une autre banque qui fait partie du même système bancaire central. Ces 9 000 $ sont traités comme un nouveau dépôt et le processus continue. L'argent est à nouveau déposé et prêté jusqu'à ce que le dépôt initial de 10 000 $ se transforme en une somme de 100 000 $. Le système bancaire a simplement créé 90 000 $ en prêtant votre argent. Apparemment, cela a débuté avec les orfèvres du XVIIe siècle, lorsque la monnaie d'échange était l'or. L'or était lourd à porter. Le véritable métal était donc stocké dans les coffres-forts et le commerce s'effectuait grâce à des récépissés. Ces récépissés représentaient la première forme d'argent papier. Étant donné que seules quelques personnes retiraient leur or à n'importe quel moment, les propriétaires des coffres-forts, essentiellement les nouveaux banquiers, ont commencé à créer des récépissés pour plus de métaux qu'ils n'en avaient réellement. Ils ont prêté ces récépissés et facturé des intérêts sur de l'argent, en l'occurrence de l'or, qu'ils ne possédaient pas réellement. C'est ainsi que notre système de réserve fractionnaire a vu le jour. Dans ce système, les banquiers sont supposés créer de l'argent à partir de rien, alors que le reste d'entre nous doit travailler dur pour le gagner. Cela a engendré une forme moderne de servitude dans laquelle la masse de la société travaille désormais pour s'acquitter de ses dettes auprès des banques.
Avec ce schéma de système de réserve fractionnaire, nous devenons inévitablement des esclaves de la dette d'une classe dirigeante financière, non pas parce que ces dirigeants sont meilleurs ou plus intelligents, mais parce qu'ils ont manipulé le système à leur avantage et au détriment de la plupart des gens sur la planète. Catherine Austin Fitts est une experte de la question. Elle a été sous-secrétaire d'État au logement et au développement urbain pendant le mandat du président Bush, père, puis conseillère auprès de l'administration Clinton. Faisons une partie de Monopoly et admettons que vous souhaitiez acheter la rue de la Paix. Je peux tout simplement imprimer de l'argent en permanence, m'en donner plus et abaisser ainsi la valeur de votre argent en imprimant toujours plus. Peu importe que vous travailliez dur ou que vous réussissiez dans la vie, je peux toujours vous acheter gratuitement. Alors comment se fait-il que si vous ou moi créons de l'argent, cela s'appelle de la contrefaçon, mais que si ce sont les banques qui le font, on appelle cela de l'augmentation des réserves en argent? Comment les banques ont-elles obtenu ce pouvoir? C'est en 1910, sur l'île Jekyll, que les représentants des familles Rockefeller, Rothschild, Morgan et d'autres banquiers privés se sont réunis en secret pour rédiger l'avant-projet de législation qui créera la Réserve fédérale américaine. Ed Griffin a retranscrit dans un livre ce qui s'est passé sur l'île de Jekyll. Les banques centrales sont des cartels bancaires qui ont établi un partenariat avec les gouvernements respectifs des pays où elles opèrent et à qui on a donné le monopole de la création des réserves d'argent d'une nation. C'est le cadeau que leur ont offert les politiciens, si l'on peut dire, pour le partenariat. Que font les banquiers pour les politiciens en retour? Puisqu'ils détiennent le pouvoir légal de le faire, ils promettent de créer de l'argent à partir de rien, chaque fois que le gouvernement en a besoin. Et depuis 2008, nous avons été les témoins de la plus importante période d'impression de faux argent de l'histoire. Ce tour de passe-passe financier dissimule les coûts, protège les responsables et fait de nous des esclaves de la dette qui doivent travailler pour rembourser la facture. Le service des recettes internes a été créé la même année que la Réserve fédérale américaine en 1913. Et l'impôt sur le revenu a ensuite été introduit afin que vous et moi payions la dette des politiciens plus les intérêts aux banquiers. Tout cela est plutôt révélateur. Le problème est qu'aux États-Unis, nous disposons d'un système de banque centrale privée déguisé en un système qui appartient au gouvernement. Si vous regardez dans l'annuaire de la ville Washington et cherchez la réserve fédérale dans les pages bleues caractéristiques du gouvernement, vous découvrirez qu'elle n'y est pas. Vous la trouverez dans les pages blanches, juste à côté de l'entreprise FedEx. C'est une banque centrale privée. Quelle devrait être la relation appropriée entre le président de la Réserve fédérale américaine et le président des États-Unis? Avant tout, la Réserve fédérale est une agence indépendante. Cela signifie essentiellement qu'aucune autre agence gouvernementale ne peut revenir sur nos décisions. Ne peut revenir sur nos décisions. Nous disposons d'une banque privée qui imprime de l'argent pour le compte du Trésor américain. La Réserve fédérale imprime l'argent dans le cadre d'un système basé sur la dette, ce qui crée une pénurie. Mais cela signifie que, contrairement à nous, un groupe d'initiés a accès à toutes les données économiques. Vous avez donc un petit groupe de banquiers qui comprennent les données relatives au fonctionnement de l'argent dans l'économie, et cela leur donne la capacité d'imprimer de l'argent de manière à ce qu'il soit protégé, alors que le reste du monde ne l'est pas. Catherine a ensuite comparé une économie saine à un tore plein de vitalité, équilibré, libre et dynamique, par opposition à ce qui se passe dans notre économie actuelle. C'est un système très dynamique et qui tend vers l'optimisation. Mais il y a un ver solitaire au cœur de ce système. Un ver solitaire injecte une substance chimique dans votre corps qui vous donne une furieuse envie de ce qui est bon pour le ver, mais néfaste pour vous. Vous vous retrouvez avec un parasite très manipulateur et qui se goinfre au détriment du tout. Nous vivons dans une économie du ver solitaire, où l'élite financière représente ces vers qui se nourrissent sur notre dos. Et ils n'aiment pas que l'on fasse voler leur couverture en éclats. Après que Catherine a commencé à dénoncer la corruption du gouvernement au plus haut niveau, le FBI a fait irruption dans son entreprise et a saisi ses biens.
Elle a été traînée en justice pendant 10 ans avant d'être déclarée innocente. Nous avons donc la Réserve fédérale américaine, une entreprise privée avec un monopole sur la création de l'argent, mais sans responsabilité, soutenue par un gouvernement qui détient le monopole du pouvoir. On a vendu au pays l'idée que la Réserve fédérale était une institution qui aiderait à stabiliser l'économie et resterait indépendante de la politique. Mais dans les faits, en presque un siècle d'existence, elle a tout simplement fait le contraire. Depuis qu'elle existe, nous avons été volés à travers l'inflation et le pouvoir d'achat du dollar a baissé de plus de 97%. Et le fossé des richesses révèle clairement que peu de personnes détiennent la grande partie de l'argent. 16 ans seulement après la création de la Réserve fédérale, les États-Unis ont subi la Grande Dépression. Ma recherche a révélé que les banquiers de l'élite ont retiré leur argent de la bourse avant le crash boursier de 1929. Après le crash boursier, ils ont utilisé cet argent pour acheter des actions à bas prix et des banques plus petites en faillite pour une bouchée de pain. Parmi les banquiers qui ont consolidé leur richesse de cette manière, on trouve les Rothschild, les Rockefeller et les Morgan. Un scénario similaire s'est déroulé lors de l'effondrement financier de 2008, avec les mêmes banquiers tirant profit de la situation. Dans les années précédant cet effondrement, les plus grandes banques, notamment la Bank of America, Citigroup et Chase, contrôlées par les Rothschild, les Rockefeller et les Morgan, ont rassemblé et vendu des mauvais prêts dont ils savaient qu'ils ne seraient pas remboursés. C'est comme mettre des oranges pourries dans une boîte et les étiqueter qualité supérieure. Puisqu'ils ont été les premiers à avoir étiqueté les boîtes, ceux qui ont regroupé la dette étaient bien placés pour savoir qu'il ne s'agissait que d'une question de temps avant que quelqu'un n'ouvre cette boîte et ne découvre que son contenu était sans valeur. Lorsque les oranges pourries, c'est-à-dire les prêts douteux, les produits dérivés et les contrats d'échange sur défaillance ont été finalement découverts, tout le monde a été touché. Les gens ont perdu leur maison, leur emploi, leur entreprise et leur retraite. Entre-temps, les plus grosses banques, à l'origine du problème, se sont renflouées. Pourquoi ? Pourquoi la Réserve fédérale aurait donné des milliers de milliards de dollars aux banques, alors que la majorité des Américains étaient contre l'idée de les renflouer ? Et pourquoi ne pas venir en aide aux plus démunis plutôt que de soutenir les instigateurs de l'effondrement financier ? Ma recherche m'a conduit à croire que les mêmes personnes qui avaient créé la Réserve fédérale, c'est-à-dire les Rothschild, les Rockefeller et les Morgan, la contrôlent toujours et l'utilisent pour se renflouer à notre détriment. Beaucoup de banques créées représentent toujours le lobby le plus puissant au Congrès. Et franchement, on peut même dire que cet endroit leur appartient. Je suis convaincu que le quasi-effondrement de l'économie en 2008 est le résultat d'un plan de type « prendre et laisser tomber », orchestré, conçu et mis en œuvre par les grands banquiers pour renforcer leur richesse et leur pouvoir. David Icke explique comment il voit la Réserve fédérale américaine manipuler les pseudo-cycles d'activité. La première étape s'apparente au lancer d'une ligne de pêche. Première étape, vous mettez en circulation une quantité importante d'argent, des unités d'échange. Pour ce faire, vous baissez les taux d'intérêt en accordant un grand nombre de prêts. Cette partie du cycle s'appelle un boom. Parce qu'il y a beaucoup d'unités d'échange en circulation, beaucoup d'argent passe de main en main, ce qui génère une activité économique intense. Cela génère de l'emploi et comme de plus en plus d'argent est dépensé, la demande augmente. Les entreprises contractent plus de prêts d'argent frais afin d'augmenter leur production. Au quotidien, les gens sont confiants. « Eh, tu sais, je travaille pour cette entreprise qui croule sous les commandes, ça marche vraiment bien. J'ai un travail sûr. D'ailleurs, nous sommes sur le point d'acheter une plus grande maison. » Et puis, quelque chose change. Ils tirent sur la ligne de pêche. Ils font grimper les taux d'intérêt. De moins en moins de personnes contractent des prêts et de toute façon, les banques renforcent les critères pour pouvoir obtenir un prêt. De même, étant donné que les taux d'intérêt ont augmenté, une partie plus importante du revenu de la population sert à rembourser les intérêts supplémentaires et non pas à acheter des biens. Tout d'un coup, il n'y a plus autant d'argent en circulation. C'est pourquoi les achats de biens baissent.
Les entreprises commencent à voir leurs profits diminuer, elles commencent à supprimer des emplois et leur activité ralentit. Les gens perdent leur emploi, ils ne peuvent plus honorer l'hypothèque qu'ils ont prise sur la grande maison qu'ils avaient achetée lorsque tout allait bien. Les banques commencent alors à ramener la ligne de pêche, car puisque les entreprises et les particuliers font faillite, ce sont elles qui possèdent la véritable richesse. Les propriétés, les terres et les ressources pour lesquelles elles avaient accordé d'une signature des prêts de simples chiffres sur un écran. Ce cycle économique consistant à jeter la ligne de pêche, à la ramener, à injecter une grande quantité d'unités d'échange dans l'économie fonctionne depuis des siècles. Le résultat ? Le vol et l'accumulation de la véritable richesse du monde dans les mains d'une poignée de personnes. À un niveau international, les banques centrales utilisent la Banque mondiale et le Fonds monétaire international pour créer plus d'argent pendant qu'elles exploitent les ressources des pays auxquels elles prêtent, et conduisant, dans le même temps, à la faillite. La Banque centrale des banques centrales est la banque des règlements internationaux créée par la famille Rothschild. L'élite se positionne de manière à contrôler l'accès à tout ce dont nous avons virtuellement besoin pour survivre. Peu importe où vous allez dans le monde, le système bancaire contrôle l'argent. Les banquiers décident si les gens peuvent manger ou non, qui est milliardaire et qui vit avec moins d'$1 par jour. Celui qui contrôle l'argent contrôle le monde, et très peu de personnes contrôlent l'argent. À ce stade, ma vision du monde a été bouleversée. J'ai réalisé que l'échec et la souffrance de tant de personnes représentent le succès et l'accomplissement d'une poignée de personnes. C'est-à-dire l'élite des banques centrales qui a convaincu le monde de les laisser créer de l'argent. Ils disposent déjà de fortunes conséquentes. Alors quel est leur objectif final? Quel est leur vrai programme?